Bon, les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, plus posé que d'habitude, mais qui, je vous rassure, mettra quand même quelques petites claques humiliantes aux aptères, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement d'un nouveau podcast. Alors, de quoi il s'agit? Eh ben, avec mon compère Mos Maiorum, on va prendre 1 heure environ, chaque semaine, pour parler de littérature, d'art, de musique, de cinéma ou d'édition, en partageant nos expériences et en confrontant nos points de vue. Alors voilà, le concept est simple, ça va s'appeler bon à tirer. Pour ceux qui l'ignoreraient, un bon à tirer en édition, c'est l'ordre que tu donnes quand tu es auteur ou éditeur à l'imprimeur pour lui dire ok, tout va bien, on peut sortir le livre tel quel. Mais en même temps, comme on va quand même talocher quelques aptères et quelques idiots dans ce format, l'expression bon à tirer, ça nous évoque aussi quelques fusillades en règle dans la plus pure tradition du hussard. Voilà, joli double sens, vous ne serez pas perdu, je pense que vous apprécierez. Alors aujourd'hui, comme c'est le premier épisode, on va commencer par poser les bases. Et on s'est dit, avec Moss, que ce serait pas mal de débuter en vous parlant de nos modèles en littérature. Comment on a commencé à lire, qui sont nos auteurs favoris, est-ce qu'on a des écrivains qu'on ne peut pas encadrer, est-ce que Moss Maiorum lit secrètement du Annie Erdaux et du François Bégodeau le soir avant de se pioter. Vous saurez tout dans un instant. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez les bons livres, vous pouvez vous procurer de quoi remplumer vos bibliothèques sur le site des éditions Carmin, C-A-R-M-I-N, ou sur le site de la Giberne, G-I-B-E-R-N-E. Chez Carmin, vous avez des superbes textes philosophiques, avec notamment 2 éditions inédites et brillantes de Théodore Dalrymple. Et à la Giberne, on vient tout juste de sortir un nouveau roman largement inspiré du légendaire Voyage au bout de la nuit de Céline, mais en version asiatique. Ça s'appelle Les Noces de Terre, et vous pouvez vous ruer dessus, ça devrait vous plaire, c'est promis. Voilà. Je crois que tout est dit, alors sans plus attendre, générique. Regagnez le carré! Feu! Salut le hussard, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très content de partager avec toi cette première expérience de podcast littéraire, parce que j'avais fait un podcast il y a un certain temps qui était plutôt orienté sur les relations hommes-femmes avec Amélie Menu, je ne sais pas si tu l'avais vu à l'époque, J'avais vu, c'était très bien. et c'était pas exactement la même ambiance, donc je pense que ça peut être intéressant, et puis en fait c'est aussi une association qui me paraît logique en fait, puisque à la fois toi et moi on est tous les deux intéressés à promouvoir des textes, notamment par un travail commun qui est celui de l'édition. Et donc fait partie des quelques maisons d'édition qui essayons de sortir, alors dans ton cas plutôt des textes de jeunes auteurs. Moi j'essaie à la fois de trouver des textes qui me paraissent pertinents à l'étranger, qui sont peut-être pas assez connus en France, et peut-être aussi de faire une sorte de pont entre plusieurs traditions de pensée philosophique. Donc on a des approches un peu complémentaires là-dessus, et je trouve ça vraiment chouette en fait qu'on puisse échanger sur ce sujet. Et le thème que tu as choisi donc pour ce premier épisode me paraît très intéressant, parce qu'en fait c'est un thème que c'est vrai que même moi j'ai pas tellement eu le temps de discuter de ça avec les gens qui suivent mes contenus, même sur Carmin en fait. C'est quelque part comment nous on en est arrivé à la littérature. Et moi j'espère secrètement que ce podcast donnera envie à des tas de jeunes qui trouvent ça peut-être un peu bizarre ou un peu ringard ou un peu pas très intéressant, de se poser la question de savoir peut-être qu'est-ce qu'il y a à trouver dans la littérature. Oui, c'est vrai, moi, c'est une question que je reçois souvent, pour ne pas dire toutes les semaines, même parfois tous les jours. J'ai des jeunes gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui me demandent par où commencer la littérature, comment j'en suis venu à faire ça, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, qu'est-ce qui me motive à avancer et comment eux aussi peuvent s'y mettre. Et je pense que c'est pas forcément inutile de commencer en présentant un peu notre parcours peut-être, de voir qu'est-ce qui nous a amené vers l'objet livre, et puis qu'est-ce qui nous a amené vers la lecture, vers les textes un peu iconiques de notre formation intellectuelle. Alors je sais pas, est-ce que tu as peut-être envie de commencer? Déjà, est-ce que tu étais un lecteur quand tu étais un gamin? Ou est-ce que tu étais dans ces gamins qui veulent jamais lire, qui veulent pas ouvrir un bouquin? Alors moi j'étais un lecteur quand j'étais gamin, mais en fait pour une raison, en fait une bonne partie de l'attachement que j'ai à la littérature et aussi à la beauté de la langue française en fait, s'explique par un truc relativement simple, c'est que quand j'étais gamin, moi j'étais dans une famille qui était expatriée en fait, donc on n'habitait pas en France avec mes parents et le reste de ma famille. Donc, quelque part, la langue française, c'était un peu le seul lien que j'avais vraiment avec le reste de mes racines et de l'image mentale que je me faisais de mon chez-moi, en fait. Et la langue française, c'était quelque part
mon chez-moi que je pouvais emporter partout. Et je pouvais emporter ce chez-moi, notamment sous la forme des livres. Je précise parce que peut-être que c'est vrai qu'il y a aussi un décalage de génération avec certaines personnes qui nous écoutent. À l'époque, globalement, on tournait plutôt sur Windows 95-98 que sur des trucs un peu récents. L'Internet était une denrée rare qui se comptait en minutes de temps de connexion. Donc en fait, si tu veux, globalement, l'astuce classique consistait à se connecter sur un truc, à débrancher le câble Internet pour lire la page et ensuite rebrancher le truc pour pas facturer des minutes en trop. Enfin, il y avait tout un tas de trucs comme ça qui étaient assez rigolos. Et donc, en fait, en réalité, le livre, c'était peut-être un des rares trucs qui arrivait partout dans le monde et qui permettait à des gens d'avoir une sorte de connexion intellectuelle avec le reste de la France, en tout cas de la France telle qu'ils pensaient pouvoir se la représenter en fait. Et c'était un objet de représentation aussi de la France. T'es conscient que là, 100% des gens vont penser que t'as 95 ans en fait. C'est-à-dire que les gens là, ils se disent Internet a toujours été là. Enfin, tu sais, on a des gens, ils ont pas connu le World Trade Center, tu vois, dans le public. Donc ça va falloir leur expliquer vraiment, resituer l'époque, tu vois, l'époque où tu regardais des VHS que tu rembobinais avec un crayon, tu vois. Il y a des trucs comme ça qui n'existent plus, tu vois. Ouais, non, je suis conscient qu'il y a des trucs qui ont vachement évolué. Après, si tu veux, quelque part, ça fait partie aussi des choses qui, moi, m'ont parlé aussi dans certaines des expériences que j'ai pu faire, même d'un point de vue littéraire. Alors, je veux pas m'avancer peut-être de trop dans ton programme, mais typiquement, par exemple, moi, un auteur avec lequel j'arrive à avoir pas mal d'empathie sur ses textes, même si, en fait, certains trouvent que, bon, c'est un peu répétitif, etc., c'est Saint-Exupéry. Quand Saint-Exupéry te décrit quelque part l'arrivée dans un désert où, en fait, il n'y a rien, tu crèves de soif, t'as aucun moyen de contacter les gens et tout. En fait, moi, j'ai vécu une expérience de panne de voiture au milieu d'un désert quelque part en Égypte quand j'étais gamin. Et je crois qu'on a passé 2 bonnes heures à griller au soleil, à attendre que la prochaine voiture passe, en fait. Et c'est une expérience Putain, l'enfer. En fait, aujourd'hui, cette expérience n'a pas de sens. En fait, les gens ne peuvent pas comprendre cette expérience parce que, si tu veux, à l'époque, le seul moyen éventuellement de contacter quelqu'un, c'était d'avoir un téléphone satellitaire. Il n'y avait pas de téléphone partout. Et globalement, enfin, les gens se disent ouais, non, mais en fait, tous les réseaux de route ont forcément des bornes SOS ou des machins. En fait, non. Tu peux te retrouver dans des coins où tu as 100 km à faire pour avoir le premier point de vie de quelqu'un, en fait. Et donc, ça, c'est une expérience. Aujourd'hui, c'est dur de la ressentir, en fait, pour des jeunes. Je comprends que certains jeunes disent ouais, mais en fait, c'est quoi le problème? Pourquoi ce bouquin est important et tout? En fait, le sentiment de solitude, tu l'as quand, justement, tu es coupé de tout, en fait. Ouais, alors juste pour clarifier, je crois que tu faisais référence à, si je m'abuse pas, c'est Terre des Hommes, je crois. C'est Terre des Hommes, de ouais. de Saint-Exupéry. Voilà, Qui est où la il version bloqué un peu dans désert. triste du Petit Prince, en fait. Parce que le Petit Prince, c'est la version heureuse, et Terre des Hommes, c'est la version où tu comprends qu'en fait, il y a une expérience traumatique derrière, quoi. Ouais, alors après, bon, ils s'en tirent quand même dans Terre des Hommes, mais c'est vrai qu'ils s'en tirent sur un malentendu. En rencontrant un bédouin, si je me souviens bien, au dernier moment, il tombe sur le mec et il les sauve. Ouais, je me souviens de Ça commence par Alors, une histoire où il restait une demi-mandarine, et en fait, il presse sa ouais, mandarine pour avoir la dernière goutte d'eau. en fait, Enfin, c'est ils ont, n'importe quoi, le début. ils, ils ont des strats, je me souviens aussi de ça, où ils ont des strats, on dirait des clubs pourris de rugby du sud-ouest. C'est-à-dire qu'ils boivent du Synthol pour tenir. C'est-à-dire qu'ils ont plus d'eau, tu vois. Donc ils boivent, mais même l'huile de vidange, enfin ils boivent n'importe quoi du moment que c'est liquide le truc, et ça leur fait plus de mal que de bien. D'ailleurs, ils ont des alus, enfin les mecs sont défoncés à l'huile de vidange dans le Sahara. Enfin c'est incroyable en fait. Il y a des lifestyles qu'on peut plus comprendre aujourd'hui, tu vois. Alors du coup, est-ce que tu lisais du Saint-Exupéry quand t'étais gosse, ou est-ce que c'est un truc qui t'est venu après? Enfin par quoi t'as commencé? Le Petit Prince, ça fait partie des trucs que j'ai lu plein de fois. En vrai, je crois que à un moment, j'avais plus ou moins instauré ça comme un rituel, en fait. Tous les ans, quand l'été arrivait, que j'étais désœuvré et que entre 2 cahiers de vacances, je m'ennuyais, je relisais Saint-Exupéry. Voilà, tous les ans, j'ai fait ça pendant 6 ou 7 années d'affilée, je pense. Et en fait, Il y a des gamins qui jouent à Fortnite, hein. Il y a des gamins qui jouent à Fortnite aujourd'hui, et autrefois il y a des gamins qui lisaient Saint-Exupéry. En fait, on parle pas du même monde. ouais, Nous mais sommes en pas fait, les si mêmes. tu veux, le truc, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Fortnite. Enfin, honnêtement, même en termes de puissance de calcul, de je sais pas quoi, je te promets que le mieux que tu pouvais choper sur un PC à cette époque-là, c'était le démineur, si tu veux. Enfin, je sais pas si tu te rappelles de ce machin où tu Je cliquais. me souviens, c'était horrible. C'était horrible. Je sais, tu sais, les meilleurs, ils avaient des PC où ils pouvaient faire tourner Age of Empires 2 dessus. Tu vois, alors, qui était déjà un jeu un peu intello, hein, parce qu'il fallait quand même connaître un peu l'histoire, la stratégie et tout, tu vois. Genre, les jeux vidéo, même les jeux vidéo, c'était déjà plus intello qu'aujourd'hui, tu vois. Genre, il y avait vraiment un élitisme dans le truc, tu vois. Et du coup, ouais, donc en fait, moi, si tu veux, il y a eu. Enfin, Saint-Exupéry fait partie des gens que j'ai lus même quand j'étais relativement jeune.
J'étais beaucoup aussi tourné vers Jules Verne à l'époque. Et en fait, Jules Verne, bon, il y avait un côté super frustrant dans ce personnage parce que j'ai toujours trouvé que les débuts de bouquins de Jules Verne mettaient des plombes à se lancer. Et moi, j'étais un gamin un peu impatient. Donc, en fait, j'avais tendance à sauter les 50 ou 60 premières pages parce que c'était que des descriptions interminables. Et après, Mais c'est très bien, enfin, ça. tu C'est rentrais très dans bien. l'action. Non, mais attends, moi, il m'a fallu un certain temps parce qu'au début, j'avais un immense respect en fait pour les bouquins. Au point que je me disais, non mais je culpabilise quand même, je peux pas sauter une page, tu vois. Le mec, il a mis du temps à l'écrire, attends, je suis obligé de le lire, tu vois. Et le jour où j'ai découvert qu'en fait, non, tu peux sauter des pages, mais en fait, Jules Verne, d'un seul coup, c'est devenu merveilleux, en fait, parce que j'ai pu sauter les longues descriptions, et puis... Alors je sais pas si tu as eu le même sentiment, parce que moi j'ai eu ça avec Balzac. Balzac, tu sais, il commence toujours ses romans par 50 pages de description. Mention spéciale à la Duchesse de Langeais, celui-là il m'a traumatisé. 50 pages de description sur un couvent paumé au Baléares au début, qui sert à peu près à rien dans toute la suite du roman. Putain, si vous lisez la Duchesse de Langeais, qui est un très bon roman par ailleurs, sautez ces 50 premières pages si vous n'êtes pas un lecteur aguerri, parce que c'est intenable. Vraiment, enfin vous allez vous griller des neurones, quoi. C'est pas possible autrement. Et toi, enfin, tu cites Balzac, mais c'était un de tes premiers contacts avec la littérature, pas du tout Alors, pas vraiment. Moi, tu sais, bon, je viens d'une famille où il y avait vraiment beaucoup de bouquins. Pour le coup, on n'était pas du tout expatriés. Enfin, j'ai toujours été à Paris. Et quand j'étais petit, en fait, si tu veux, j'ai commencé par de la bande dessinée. Moi, c'est vraiment par là que je suis venu dedans. Mais en fait, il y avait vraiment énormément de bouquins chez mes parents. Pas que de la BD, hein. Il y avait des romans, il y avait des essais, il y avait tout ce que tu voulais. Je pense qu'on avait une quantité de bouquins qui rendrait à peu près fou la plupart des gens, tu vois. Genre, pour te dire, rien que dans les chiottes chez mes parents, aujourd'hui, il doit y avoir plus de bouquins que dans 80% des foyers français. Mais genre vraiment, les murs sont tapissés, il y en a plein. Moi, je veux dire, il y avait toute la littérature policière, il y avait même des San Antonio, il y avait des bouquins d'histoire, il y avait même, je me souviens, il y avait Machiavel. J'ai lu Machiavel au chiottes quand j'étais ado, parce qu'en fait, il était posé juste au-dessus, tu vois. Donc c'était quand même assez particulier. Et alors, non, moi, j'ai commencé par la bande dessinée, mais vraiment, j'en engloutissais des quantités absolument astronomiques. Des trucs en Je pense particulier, que genre du Astérix, du Tintin, enfin... Alors, bah, t'as cité déjà deux grands noms. C'est vrai que Tintin, en fait, Tintin m'a appris un truc qui m'a beaucoup servi plus tard dans mon rapport à la littérature. C'est en fait le plaisir du texte, le plaisir de la découverte, tu vois. Tintin, c'est vraiment un putain de page turner. C'est-à-dire qu'en fait, dès que t'es en bas d'une case, t'as envie de la tourner parce que t'as envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, là, t'as envie de tourner la page, tu veux savoir ce qui va se passer. Et en plus de ça, genre, la ligne claire de Hergé est éminemment esthétique. Et alors, c'est pas lui qui faisait les couleurs, mais les couleurs des albums sont très réussies aussi. Donc, en fait, il y a vraiment ce premier petit choc esthétique quand t'es gamin. Après, j'avais un peu ça aussi avec Lucky Luke. Je trouvais que Lucky Luke, c'était vraiment stylé. Moi, je vouais un culte absolu à Lucky Luke quand j'étais gamin, enfin, quand j'avais, je sais pas, 5 ans, tu vois. Voilà, je trouvais ça vraiment incroyable. Et alors, en fait, ce qui s'est passé après ça, c'est qu'au bout d'un moment, mes parents, ils se sont dit, bon, là, c'est très bien la BD, tu vois, tu peux en lire autant que tu veux, mais ça s'agirait quand même de passer un niveau, tu vois, de scale up. Et bon, ça a été un peu plus délicat. Et en fait, ce qui a fini par marcher, moi, c'était, je t'avais dit dans une vidéo il y a longtemps, c'était les Sherlock Holmes. J'étais tombé sur Conan Doyle, et j'étais tombé sur notamment le premier, Une étude en rouge, qui est en fait, pour ceux qui ont pas lu, c'est celui dans lequel, ça c'est tout premier, et les Sherlock Holmes sont chronologiques, et donc ça veut dire que c'est celui où Watson rentre d'Inde, c'est un médecin mais il est blessé, il est en demi-solde, enfin il a pas un rond, il cherche une coloc pour se loger à Londres sans dépenser trop d'argent, et en fait par un de ses potes qui est médecin aussi je crois, il entend parler de Sherlock Holmes, et tout ce qu'il sait au début c'est que ce mec est bizarre, il cherche un appartement, et il va à la fac de médecine, à la morgue de Londres, et il donne des coups de canne sur les cadavres pour voir si les cadavres peuvent avoir des bleus, parce qu'en fait il en a besoin pour une enquête, mais ça on le comprendra plus tard, et donc tout le bouquin commence comme ça. Et je me souviens que j'avais trouvé que c'était un des meilleurs débuts en littérature qui puisse se concevoir. Donc ouais, grosse classe, ça c'était un peu plus tard, je devais avoir, je sais pas, 10 ans, 10-12 ans, Sherlock Holmes, ouais, peut-être 9-10 ans. Et j'avais trouvé ça vraiment top de chez top. Et puis alors, dernier truc vraiment qui m'a influencé, alors ça c'est vraiment honteux, voilà, je le dis comme ça pourrait être réutilisé contre moi dans des podcasts, c'était tout ce qui était les Dan Brown, tu sais, Da Vinci Code, ces machins-là. Alors aujourd'hui, je suis tout à fait conscient que c'est pas ouf d'un point de vue littéraire, mais putain, c'était encore un peu plus tard ça, quand j'avais 14-15 ans, je trouvais ça absolument dingue, genre je trouvais ça passionnant, labyrinthique, voilà. Puis en plus il y avait des petites scènes de cul à la fin pour titiller ta libido naissante, donc franchement c'est vraiment pas mal du tout. Dans le Voilà. même Après, genre, c'est pas de la littérature. dans le même genre. Non mais alors toi c'était Dan Brown. Enfin moi j'ai vu les films. J'avoue que les bouquins j'en ai lu un en anglais. Je crois que c'était Da Vinci Code. Mais sinon je les ai pas trop lus en vrai.
Mais l'équivalent de ça, de mon côté, c'était Bernard Werber. Alors, je pense que tu te souviens même plus de l'existence de ce mec.